Nous allons encore patienter quelques instants, le temps que les différentes personnes puissent se connecter. En attendant, je vous invite éventuellement, à nous faire part peut-être de votre retour d'expérience sur, les éventuels soucis que vous avez pu rencontrer, sur la cybersécurité et éventuellement sur, peut-être les différents éléments que vous avez pu mettre en place, au sein de vos propres structures, ou au sein donc, de structures de clients si vous êtes éventuellement, revendeur ou partenaire informatique. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour, pouvoir, transmettre vos éléments. Donc pendant toute la durée donc du webinaire, vous pourrez justement utiliser le chat pour poser vos questions. Ma collègue Céline Delnet est actuellement en ligne également, donc elle pourra répondre à une partie. Et puis Sébastien donc Heitzmann, qui est le directeur technique et donc gérant de la société Kiwi Backup, qui va faire donc le webinaire qui sera présenté aujourd'hui, répondra bien entendu également à vos questions. Pour ma part, je me suis en charge donc de l'introduction et ensuite je reprendrai un petit peu la main pour vous parler de la solution de sauvegarde. Donc on va juste patienter encore quelques petits instants. On va juste faire un petit décalage, voilà, pour avoir un plus beau décor. Voilà, les ajustements sont faits. Donc, tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de faire part de vos remarques. Il y a quand même, depuis quelques années, des différentes tendances pour cybersécurité qui sont mises en place. Il y a pas mal de problèmes de sécurité aussi. Sinon, l'un n'engendrerait pas l'autre. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres expériences. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur des sujets tels que la sécurité informatique. Donc, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées, est-ce que vous pouvez simplement me confirmer que vous visualisez bien l'écran et que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Très bien. Bon, oui, on va pouvoir commencer effectivement, oui. Voilà, donc je vais laisser la main donc à Sébastien Heitzmann pour vous parler donc de la cybersécurité en 2018 et parler donc des tendances. À tout à l'heure en ligne. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme disait Stéphanie, n'hésitez pas à poser des questions. On a toute une équipe derrière qui répond aux questions. Si c'est pas moi directement, alors. Donc, le programme, c'est effectivement de parler de la cybersécurité au sens large. Les fois d'avant, on avait fait des focus sur certains virus ou sur les failles Meltdown et Spectre. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous référer aux webinaires précédents, qui sont toujours en rediffusion sur notre site et sur le site de Webikeo. Mais là, l'idée, c'est de faire plutôt un panel un petit peu large sur ce qui s'est passé en 2017 et voilà, les grandes tendances. Donc, c'est plutôt un webinaire généraliste. Donc, en commençant par un bilan de ce qui s'est passé en 2017, les tendances, quelques astuces, pas astuces, c'est un grand mot astuce, c'est plutôt quelques conseils pour se protéger au mieux. Et ensuite, Stéphanie terminera par une petite présentation de Kiwi Backup, parce que la sauvegarde fait partie des outils pour mieux se protéger contre toutes sortes de menaces. Donc tout d'abord, un petit retour sur 2017. Donc on a quelques chiffres qui viennent d'une étude de l'usine Nouvelle, enfin publiée dans l'usine Nouvelle. Donc en 2017. Est-ce que tout le monde me voit? Parce qu'apparemment il y a des soucis de vidéo.
Donc, oui, donc Alexis me voit. Non, a priori. Donc, c'est peut-être chez nous qu'il y a un souci. Voilà, c'est l'équipe derrière qui nous dit que ça marche pas bien. Ok, donc je vais continuer. Voilà, si jamais, au pire, on vous renverra les slides. Donc, voilà quelques chiffres. Donc, il y a 66% des entreprises qui ont connu un incident de sécurité en 2017. C'est quand même beaucoup. On dit que ça touche pas tout le monde, mais ça touche quand même 2/3 des entreprises. Et surtout, c'est en grosse progression par rapport à 2016, pardon, pas 2007. Donc, voilà, c'est quelque chose qui devient un vrai problème à gérer dans les entreprises. La cybersécurité, c'est un enjeu essentiel. Donc 92% ont eu des problèmes à plusieurs reprises. C'est pas de temps en temps j'ai un petit souci une fois sur 10, une année sur 10, c'est tous les ans et plusieurs fois. Donc avec des 21% qui ont 15 attaques en 2017, c'est pas négligeable, ça veut dire plus d'une par mois. Et ça veut dire à chaque fois du temps passé à étudier tout ça. Donc les attaques les plus fréquentes, ça reste le ransomware, hein. L'idée des attaquants, c'est toujours de faire de l'argent. Donc on avait fait un webinaire sur Petya, donc je vous invite à aller voir parce qu'il y avait quand même quelques infos intéressantes sur l'origine de ces outils-là, etc. Et donc c'est voilà, c'est la grosse tendance 2017, c'était les notes Petya, et tout la petite panoplie, WannaCry et compagnie. Donc qui a rapporté énormément d'argent. Donc tous les cybercriminels ont maintenant une grosse valise plein d'argent pour faire tout un tas d'autres nouvelles attaques. Donc c'est pour ça qu'on disait ne payez pas les rançons parce que ça fait qu'entretenir la chose. Donc visiblement, tout le monde n'a pas suivi le conseil qu'on leur a donné. Donc ça ne va pas s'arrêter en 2018. L'idée, ça va continuer. Donc, des attaques qui continuent en 2018. Donc, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une attaque sur les Jeux Olympiques, donc, qui a eu lieu juste avant la cérémonie d'ouverture et qui a totalement perturbé toute l'informatique. Alors, il faut imaginer quand même que l'informatique des JO, c'est une grosse machine. Donc, le site internet qui est resté totalement inaccessible pendant 12 heures. Voilà, les réseaux internet, réseau Wi-Fi, on a entendu un petit peu parler à la télé, des journalistes qui se plaignaient que le réseau ne marchait pas. Et en fait, c'était une attaque ciblée par un virus qui a été écrit spécialement pour ça. Il s'appelait JioFail, ou je ne sais plus exactement le nom, mais qui était vraiment dédié pour perturber la cérémonie d'ouverture des JO. Et il se murmure que ce serait une représaille de la Russie parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés comme voilà, les athlètes russes concourent sous leur propre bannière et pas au nom de la Russie. Et donc, voilà, ce serait une représaille. Évidemment, tout ça, c'est sans aucune preuve. Et voilà. Mais disons qu'il y a des forts indices puisque les virus qui ont été utilisés sont de la même veine que Petya et compagnie, et donc qui ont été attribués assez clairement à des chercheurs russes et aux services secrets russes. Donc voilà, qu'est-ce qui sera éventuellement ce qu'on a comme information sur 2018. Donc voilà, on va continuer à avoir des WannaCry, Loki, Petya, et il y a une petite faute là, c'est Petya, pas Petya. J'ai mal revu les slides. Donc voilà, ça va continuer, ça rapporte de l'argent. Tant que ça rapportera de l'argent, je pense que les cybercriminels vont pas arrêter de faire ce genre d'outils. Et toujours, le principal vecteur, c'est toujours le mail et donc et le gars qui est assis sur la chaise devant la machine. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est toujours le point faible, elle est souvent l'humain. Et on verra ça dans les préconisations qui suivent. Alors, une des grosses nouveautés de 2017, c'est effectivement la faille Maiden et Spectre. Donc, j'ai tenté d'expliquer comment elle fonctionnait dans le précédent webinaire. Si vous voulez vous y référer pour avoir plus de détails. Mais donc ça, c'est une grosse faille qui impacte l'ensemble, 95% des machines en circulation aujourd'hui qui ont un processeur Intel ou AMD
ou ARM, c'est-à-dire quasiment toutes les machines, et qui ne sont pas de la toute dernière génération, avec des correctifs qui ne sont pas très efficaces et qui sont plutôt un cautère sur une jambe de bois, comme on dit. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on commence à voir apparaître. Quand j'ai fait le webinaire il y a 15 jours, 3 semaines, il n'y avait pas encore d'attaque recensée qui utilisait ces failles. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, on commence à avoir des logiciels qui utilisent ces failles pour se propager. Et donc, quand elles seront au point et que ce sera des attaques d'ampleur, ça risque d'être très problématique. Donc, si vous pouvez, changez vos machines et utilisez des nouveaux processeurs qui ne sont pas impactés. J'ai également rajouté un élément sur voilà, l'enjeu national. Aujourd'hui, les attaques sont plus faites par des petits amateurs dans leur coin. Ça devient quand même des attaques qui sont organisées au niveau des nations. Donc l'attaque que je citais tout à l'heure sur les JO qui est attribuée à la Russie, c'est pas la seule. Il y a eu des attaques russes sur le FBI, tout le monde en a entendu parler. Mais voilà, on n'est plus en train c'est plus des petits jeux entre amateurs et pirates, c'est des armes de guerre. Donc les grosses attaques cyber sont généralement orchestrées par des nations, avec évidemment une discrétion plus ou moins établie, mais il n'y a aucune preuve et pas de truc. Il y a quand même de très forts soupçons. Il y a eu des attaques sur l'Iran, notamment sur tout ce qui est nucléaire en Iran. Voilà, il faut se renseigner sur le sujet, mais voilà, ça devient un enjeu national et toutes les nations le disent ou ne le disent pas, mais ont une armée numérique, y compris la France, évidemment. Alors une autre tendance, c'est la gestion des mots de passe. C'est aujourd'hui un vrai problème. Aujourd'hui, voilà, 6% des employés partagent leurs mots de passe avec leurs collègues. Évidemment, chez nous, c'est interdit. Mais voilà, on peut le dire, le redire, ça reste une réalité. Ça fait pas mal d'années quand même que tout le monde dit de ne pas partager ses mots de passe, de prendre des mots de passe forts, avec, etc., etc. Les dernières failles de mots de passe qui ont laissé échapper 50 millions de mots de passe montrent que les 25% les plus utilisés se limitent à une liste de 10 mots de passe. Donc, le premier étant password, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et donc, voilà, en gros, le mot de passe n'est plus une protection suffisante pour protéger des ressources internes, externes, accès à des comptes ou des choses comme ça. Donc, on a même 3% des gens qui partagent les mots de passe à l'extérieur. Donc là, ça devient vraiment grave. Et voilà, tout le monde a des problèmes de mot de passe, on oublie, on ne s'en souvient pas, on oblige à le changer, donc les gens rajoutent 1, 2, 3, 4 derrière, ce qui sert à rien. Et voilà, les accès aux applications cloud aujourd'hui se font depuis n'importe où, une protection qui repose uniquement sur le mot de passe, et ça pose des réels problèmes. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui s'appellent voilà, les authentifications double facteur, notamment Google propose ça. Si vous avez un compte Gmail, je vous incite très 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 fortement à utiliser ces outils-là, parce que voilà, quand on se fait pirater un outil aussi important que le mail, c'est beaucoup d'informations qui partent, et voilà. Sachant que la plupart des gens, quand ils utilisent un mot de passe, utilisent le mail partout, ce qui est aussi une mauvaise pratique. On a une tendance qui commence à arriver, on n'est pas trop entendu parler en 2017, mais il y a une autre manière de gagner de l'argent pour les cyberpirates, c'est de faire miner de la crypto-monnaie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est que votre ordinateur travaille pour fabriquer de la monnaie. Donc ça s'appelle le minage de crypto-monnaie, et elle travaille à votre insu. Donc vous allez sur un site et puis il y a une petite pub en gros qui fait tourner un logiciel, qui va tester tout un tas de choses et puis qui génère de la monnaie évidemment pas pour vous, pour le pirate. Donc on a retrouvé des logiciels comme ça qui étaient dans des sites web, dans du JavaScript, dans des logiciels malveillants, dans des versions de Flash Player un petit peu infectées, etc., etc. Donc voilà, c'est une variante
Une variante par rapport à la rançon, c'est de faire travailler l'ordinateur pour soi et ça rapporte pas mal d'argent aussi. Ça, c'est le tout début. Je pense qu'on va entendre parler cette année d'attaques de grande ampleur, éventuellement basées sur Spectre et Meltdown, pour faire miner de la crypto-monnaie. Et donc ça, je pense que c'est un secteur d'avenir pour les cybercriminels. Alors on voit aussi, alors il y a quand même des nouveautés aussi du côté de la défense, hein, on peut se défendre contre toutes ces choses-là, et on voit beaucoup arriver l'intelligence artificielle pour prédire, pas forcément prédire, mais au minimum détecter les attaques et réagir rapidement. Il faut imaginer que quand on est un gros opérateur, on a des logs d'accès sur les serveurs, et ces logs génèrent des centaines de millions de milliards de lignes, et qu'à lire manuellement, c'est juste impossible. Et ça, évidemment, les attaquants le savent, et ils essayent de faire, voilà, ils envoient un petit paquet toutes les 10 secondes, et donc l'attaque se noie dans la masse de connexion normale, et donc c'est très difficile pour un humain ou pour une machine de détecter ça. Donc l'intelligence artificielle, par l'analyse de ces flux et en utilisant ce que l'humain peut lui apporter comme moyen d'analyse, bah de repérer ces attaques-là et puis de stopper les RSP qui essayent de se connecter toutes les 10 secondes. C'est pas un comportement normal. Donc l'idée, c'est de détecter les comportements normaux, d'approuver les comportements normaux et du coup, de faire ressortir plus facilement les comportements anormaux. Voilà, on a également la double authentification, j'en ai déjà parlé, soit par un SMS, par la possession d'un téléphone, par la biométrie, notamment avec Apple et Face Connect, je ne sais plus le nom exact, mais voilà, Facebook fait la même chose, etc. Et voilà, l'utilisation de toutes les données de monitoring pour prédire une attaque et puis répondre à l'incident, couper l'attaque au plus rapidement. OVH fait un travail intéressant sur ce sujet, c'est un partenaire d'hébergement, et ils ont tout un système justement de mitigation, on appelle ça, qui protège contre les attaques DDoS et des choses comme ça. C'est assez intéressant ce qu'ils font. Alors, voilà, on revient de nouveau au facteur humain. Donc, le facteur humain est la cause principale et le plus difficile à traiter. On trouve toujours des solutions pour placer des firewalls, des logiciels, corriger des failles de sécurité dans les logiciels. Corriger les failles de sécurité chez les humains, c'est plus compliqué parce que voilà, ils ne s'obéissent pas toujours à ce qu'on leur dit. Et donc, on voit beaucoup de failles de sécurité qui viennent d'un collaborateur. WannaCry, Petya avaient besoin de l'humain assis devant la chaise, sur la chaise plutôt, pour se propager, et ça a très très bien marché. Donc voilà, la formation, et faire en sorte que les gens aient conscience des problématiques de sécurité, c'est un vrai enjeu et un enjeu majeur. Donc sans compter les imprudences, il y a eu les attaques au patron, comme on appelle ça, c'est-à-dire que voilà, ça peut être plutôt de l'ingénierie sociale. Donc, on va utiliser l'humain pour se procurer des droits, des accès, éventuellement convaincre quelqu'un de faire des virements de 300, 400, 500 000 euros. J'ai un exemple concret, donc c'est juste incroyable. Et ça fonctionne. Donc faites attention à ça. C'est pas très compliqué de temps en temps rappeler que d'authentifier les gens et d'avoir une procédure d'identification, même quand c'est quelqu'un qui appelle de l'extérieur. Donc les programmes de sécurité, une commission sécurité qui se réunit de temps en temps et qui fait le point sur la sécurité. Voilà, effectivement, des difficultés de recrutement dans le domaine de la sécurité, des experts. Ça, c'est un peu le problème de toute l'informatique en général. Les experts sont très demandés et pas très disponibles. Donc, ça n'enlève rien, ça n'ajoute que des problématiques à la sécurité. Alors le RGPD, là je vais passer rapidement parce qu'on a un webinaire programmé dans 3 semaines, je ne sais plus la date exacte, mais Céline va nous l'écrire dans le chat.
Et voilà, sur la mise en application du RGPD qui est le 26 mai, il me semble, de mémoire, pas le 25. Et donc qui incite les entreprises qui oblige les entreprises à faire très attention aux données personnelles. Alors données personnelles, étant données au sens très large. C'est-à-dire que dès que vous avez le nom et le prénom d'une personne, c'est une donnée personnelle. Il n'y a plus cette autorisation qu'on avait à l'époque quand on faisait des B2B, d'avoir le nom des personnes quand ils travaillent dans une entreprise, c'était pas considéré comme une donnée personnelle. Ça, c'est plus le cas à partir du 25 mai. Et les amendes ont été très, très nettement augmentées, donc 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel, ou 20 s'il y a des manquements graves. Donc voilà, c'est très très contraignant. Et je vous incite vraiment à regarder ça de près parce que ça va être un vrai enjeu de 2018 de mettre en place ces obligations-là. Parce que le RGPD est une réglementation, mais implique un certain nombre d'obligations pour les entreprises qui ne sont pas neutres. Donc notamment nommer un responsable de données personnelles, vérifier quel impact ont nos données sur les utilisateurs, les individus, et puis recueillir leur consentement, obligation de publier les failles si on en a découvert, s'il y a des fuites d'informations, il faut prévenir les gens par lettre recommandée, etc. etc. Donc voilà, je vous incite à suivre le webinaire qui aura lieu en 3 semaines. Alors comment se protéger au mieux? Quelques petits conseils sur les mesures à envisager. Donc, c'est pas que moi, mais je pense que par rapport à ce que j'ai dit les autres fois, on se recoupe pas mal. Donc, selon Deloitte, voilà, la formation et la sensibilisation des employés, c'est l'élément essentiel. C'est fondamental sur tout un tas de vecteurs d'attaque. Voilà, l'employé étant le maillon faible, c'est le vecteur le plus efficace. Donc pour former et sensibiliser, évidemment, nommer un responsable de cette action n'est pas une mauvaise idée. Donc nommer un responsable de la sécurité qui ne soit pas l'administrateur système, parce que lui, normalement, c'est son job, mais c'est bien que ce soit une personne différente, qui ait un œil différent et qui puisse ne pas être impliqué dans le système. C'est une des recommandations du RGPD, c'est d'avoir quelqu'un qui est responsable de ça, mais qui n'est pas directement impliqué dans les traitements, parce que sinon ça crée un biais, et puis tout le monde dit que voilà, le responsable admin dit que sa sécurité elle est bonne, et tout va bien, et tout continue dans le meilleur des mondes. Le chiffrement des données, ça c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus demandé, qui est une bonne idée, avec la problématique de gestion des clés qui n'est pas simple à régler, parce que chiffrer les données, c'est bien, mais avoir la clé pour les décrypter quand on en a besoin, c'est une autre difficulté. Et comment stocker ces clés, comment les rendre accessibles de manière fiable et ne pas les perdre, parce que si on perd la clé, on perd les données. Donc c'est pas du tout simple. Et gérer la politique d'habilitation et d'accès. On voit quand même beaucoup de clients qui ont, voilà, enfin, dans les PME, plutôt TPE, PME, on voit quand même pas mal d'entreprises où la gestion des droits n'est juste pas appliquée. C'est-à-dire que tout le monde accède à tout, on a un serveur central dans l'entreprise et puis voilà, on a un dossier partagé à tout le monde. Voilà, ça peut marcher un certain temps. Au bout d'un moment, la menace peut aussi être interne. Et on a souvent tendance à l'oublier, qu'on peut avoir des attaques qui sont perpétrées en interne, un salarié qui est licencié, qui s'en va avec un fichier client, des choses comme ça, voire éventuellement des malversations et des tentatives d'effacement des données. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi de vérifier cette politique d'habilitation. Donc, mesures préventives, former les utilisateurs, voilà, c'est encore une fois la formation. Les mails suspects, ça se repère, généralement, ils sont très facilement repérables par un humain. Par une intelligence artificielle, c'est plus difficile, mais par un humain, on voit assez facilement ce qui est suspect. Voilà, mettre en place un antivirus
évidemment un système de sauvegarde externalisé chez Team Backup, ça va sans dire. Paramétrer les accès des utilisateurs, on a déjà dit. Vérifier les mots de passe. Éventuellement, si on peut trouver des systèmes d'accès qui ne sont pas basés sur des mots de passe, c'est encore mieux. Évidemment, changer tous les accès par défaut, notamment les objets connectés, les box Wi-Fi, les box d'accès Internet qui ont souvent le mot de passe par défaut. Depuis l'interne, souvent, n'est pas accessible de l'extérieur, mais c'est très facile après de rebondir quand on est à l'intérieur via une autre faille. Voilà. Les failles de sécurité ne sont jamais uniques, elles s'enchaînent et puis elles génèrent ensuite des problèmes plus graves. Mettre à jour vos systèmes d'exploitation, ça c'est l'évidence même. Aujourd'hui, tous les grands opérateurs, Windows, Mac, Linux, ont des systèmes de mise à jour de sécurité. Il faut les activer et puis il faut les faire. Donc ne pas laisser l'utilisateur le soin de cliquer sur le bouton et les rendre automatiques et obligatoires. Le filtrage des URL, ça concerne plus les sites web. Donc, il y a des outils comme Mode Security notamment qui permet de lister les URL autorisées. Donc au lieu de détecter les attaques, on liste ce qui est autorisé. Et puis c'est un petit peu contraignant à mettre en place, mais c'est très efficace. Le monitoring, ça c'est important, parce que évidemment, quand on fait l'objet d'une attaque, on peut très bien ne pas du tout s'en rendre compte. Donc tant qu'on n'a pas un système qui vérifie que la machine marche toujours, on peut détecter au minimum les surcharges et détecter les attaques, c'est encore mieux. Parce que se faire piquer des données, dans le monde informatique, une copie de données, ça se voit pas. Quand on se fait piquer un dossier papier, on l'a plus lu. Mais un fichier, il a été recopié, vous l'avez toujours. Et si vous n'avez pas d'outil de détection, vous ne savez même pas que vous avez été victime d'une attaque. Donc dans les 66% d'entreprises impactées, je pense qu'il y a encore 20% de gens qui le sont mais qui ne le savent pas. Donc mettre en place un firewall avec un administrateur système et puis quelqu'un qui surveille ce firewall. L'idée du firewall, c'est un processus, c'est pas juste poser une boîte et puis la configurer, ne jamais la mettre à jour et puis attendre que quelqu'un trouve une faille. Donc tout ça, c'est encore une fois des besoins humains. Voilà, les mesures curatives, effectivement, si vous êtes victime d'un ransomware, c'est effectivement de couper, d'éteindre la machine au plus vite, de l'isoler du reste des postes, parce qu'il y a des ransomware qui se propagent d'un poste à l'autre, et surtout essayer d'identifier la source, et puis après vous faites ce que vous voulez avec la personne qui est responsable de ça, mais en tout cas le minimum c'est de lui expliquer quelle a été sa faute et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc après, restaurer les fichiers depuis une sauvegarde, à condition évidemment d'avoir une sauvegarde. Et de préférence externalisée, pas sur un disque dur branché localement sur la machine, ce qui est arrivé à un certain nombre de nos nouveaux clients, parce que maintenant ils ont plus ce problème-là, mais un disque dur externe sur lequel on recopie ces fichiers est accessible par le ransomware, et tout est crypté, y compris le backup, donc ça ne sert à rien. Voilà quelques outils utiles. Alors, Shorewall, c'est un firewall gratuit, libre. On a des générateurs de passwords, donc je n'en ai pas parlé dans le chapitre mot de passe, mais voilà. Laisser les utilisateurs choisir leur mot de passe, c'est pas une bonne idée, parce qu'ils vont mettre eux-mêmes, ils vont mettre leur date de naissance, éventuellement le prénom du chien et des choses comme ça, ce qui est absolument des très mauvais mots de passe. Et donc le mieux c'est d'en générer un d'office avec une politique aléatoire. Et à ce moment-là, si les gens sont quand même capables de retenir 10 caractères, et on a un mot de passe qui est quand même beaucoup plus sûr que ce que peut générer un utilisateur lambda. Donc LogWatch, c'est un outil pour gérer les logs. Il y a un certain nombre de scanners de vulnérabilité. Voilà, ça c'était plutôt des outils destinés essentiellement à la sécurisation d'un serveur. Donc les serveurs web, qui sont quand même une des attaques les plus fréquentes. On avait fait un webinaire sur le sujet il y a quelques mois maintenant. Et donc on présente un mécanisme d'attaque sur un site WordPress. Et tous ces outils-là peuvent servir à détecter ces attaques-là.
Voilà, j'ai à peu près terminé pour la partie cybersécurité. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sauf si on a déjà. Non. Alors, effectivement, je n'avais pas vu la question de Arnaud sur la valeur des crypto-monnaies. Effectivement, voilà. La valeur des crypto-monnaies a explosé en 2017. C'est un petit peu plus stable en 2018, mais voilà, ça rend les choses très rentables pour les attaquants. Donc, merci Céline, c'est le 27 mars, la conférence sur la RGPD à 14h15 et ce sera consacré notamment au RGPD et à la sous-traitance, puisqu'il y a un volet sous-traitance dans la réglementation et qui concerne tous nos revendeurs essentiellement. Voilà, donc je vais... Alors pour la mise à jour de Windows, il y a des outils fournis par Microsoft qui permettent de pousser automatiquement les mises à jour. Donc je ne suis pas un spécialiste de Windows, mais on trouve ça facilement sur leur site web. Il y a des mécanismes voilà, d'approbation des patchs si jamais on n'a pas envie de le faire en standard. Mais de base, Windows se met à jour tout seul. En général, si on ne désactive pas le système, ça le fait tout seul. Après, sur les applications, ça dépend des applications. Il faut vérifier les applications, mais des outils comme NSI permettent de gérer ça de manière centralisée quand on a un parc important à gérer. Donc ça se fait. Ok, je vais repasser la parole à Stéphanie, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je surveillerai ce qui se passe. Merci. Me revoici. Voilà. Alors donc effectivement, donc, parmi les mesures préventives qui ont été évoquées par Sébastien, nous allons mettre en avant la mesure qui est donc la sauvegarde de données, qui permet de pallier à d'éventuels problèmes au sein d'une structure, au sein d'une entreprise. Donc, dans un premier temps, avant de parler vraiment de la sauvegarde pure de données, il faut savoir que la sauvegarde permet d'anticiper d'éventuels problèmes, et donc d'anticiper en apportant à la société, aux partenaires, des économies financières. De quel point de vue? Tout simplement de temps de reconstitution des données en cas de perte. Ensuite, également de pouvoir négocier ou renégocier un contrat d'assurance, parce qu'il paraît évident que lorsque un dirigeant d'entreprise met en place un contrat d'assurance pour sa société, il y a une partie justement qui doit être contre le vol et l'intégrité des données. Et donc le fait de pouvoir prouver via un audit ou bien via des rapports réguliers de sauvegarde qu'une telle solution a été mise en place permet de sécuriser également l'assureur et de lui apporter permet au gérant d'apporter des éléments à son assureur pour pouvoir négocier son contrat d'assurance. Ensuite, le fait de mettre en place une solution de sauvegarde permet également une économie de temps. Alors pourquoi? Parce que voilà, la solution est en place sur les postes, sur les serveurs, au sein de la structure, au sein de la société. Et donc, quotidiennement, la personne va réceptionner un mail pour lui indiquer si la sauvegarde s'est bien passée ou pas. Et donc, il va y avoir une certaine sérénité, à savoir que la solution de sauvegarde qui a été mise en place fonctionne. La dernière sauvegarde de la nuit précédente s'est bien passée. Donc, je sais qu'en cas d'attaque ou en cas de souci, je peux restaurer mes données telles qu'elles étaient la veille. Et donc, le jour où éventuellement il y a besoin de faire une restauration des données, la solution qui est en place est maîtrisée et donc on gagne du temps. Il y a justement au moment de devoir restaurer les données un certain stress qui est dû à ce qui se passe à cet instant T. Mais en fait, également le fait de ne pas pouvoir, de ne pas savoir si une solution est en place et ensuite de savoir comment elle fonctionne permettrait de rajouter du stress supplémentaire. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a certains de nos partenaires qui aujourd'hui proposent la sauvegarde à leurs clients qui sont en ligne avec nous.
Donc s'ils veulent bien éventuellement nous faire partager leur avis sur ce point, s'ils ont déjà eu justement à gérer ce genre de stress et arriver chez le client plus ou moins un petit peu en super-héros pour restituer les données des clients, s'ils peuvent nous faire part de leur expérience, c'est toujours appréciable. Alors, il y a un élément qui est également très très important au sein d'une entreprise, c'est que la mise en place donc, de la solution de sauvegarde est une contrainte légale. C'est-à-dire que le responsable, tel qu'il est mentionné là donc, sur l'extrait de l'article 34, c'est que le responsable du traitement est donc tenu de prendre toutes les précautions utiles au sujet de la sécurité de ces données. Donc le risque encouru est quand même de 300 000 € d'amende et également de 5 ans de prison, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas forcément connu de beaucoup de monde, mais c'est un élément qui est vraiment à prendre en compte. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour les généralités. Maintenant, d'une manière un petit peu plus concrète, je vais vous parler donc de la solution Kiwi Backup, et notamment d'un des points qui fait partie de ces caractéristiques, à savoir d'un point de vue technique, savoir que la solution fonctionne en incrémental octet. C'est-à-dire que la première fois, on fait une sauvegarde qui est complète des données, et ensuite on ne va transférer que les éléments qui ont été modifiés. Donc ça va tout aussi bien limiter l'utilisation de la bande passante, mais également limiter le temps de la sauvegarde. Voilà. Donc dans la solution par défaut, on propose un historique de 90 jours, sachant que le volume qui est engendré par cet historique n'est pas ajouté à votre espace à vous. C'est-à-dire que nous, ce qui est pris en compte, c'est le volume source, donc le volume qui se trouve réellement sur le poste du client. Voilà, donc ça, c'est une des caractéristiques, sachant qu'il y a d'autres caractéristiques telles que la déduplication à la source. Et puis après, donc, sur les nouvelles solutions, et notamment la solution Kiwi Santé, le fait que donc les données sont bien sûr cryptées pendant le transfert, mais avec la solution de santé, les données sont également cryptées hors du stockage, sur des sécurités supplémentaires. Donc, à présent, je vous montre donc, quelques interfaces. Donc l'interface utilisateur, qui se trouve donc sur les postes au serveur des clients. Voilà. Donc c'est l'interface qui permet de paramétrer la sauvegarde, donc de sélectionner, ici on voit sur la partie de gauche de l'écran, de sélectionner différents dossiers qui sont à sauvegarder, donc on déroule tout simplement l'arbre. Ensuite on sélectionne donc en cochant les différents éléments qui vont s'implémenter automatiquement dans la partie de droite. On sélectionne également l'heure à laquelle on souhaite que la sauvegarde se mette en route. Et ensuite, tous les jours, la première fois, comme je l'ai dit précédemment, la première fois, on va faire une sauvegarde complète. Et à partir des sauvegardes suivantes, on va transférer que les éléments modifiés. Et donc, dès qu'une sauvegarde se finalise, l'utilisateur réceptionne un mail qui lui confirme que si la sauvegarde s'est bien passée ou pas. Autre partie qui est très importante sur l'interface utilisateur, c'est bien sûr la restauration. Il est important de mettre en place une solution de sauvegarde, mais il est tout aussi important de faire régulièrement des tests de restauration pour s'assurer justement que déjà ce que l'on sauvegarde correspond bien à ce dont on a besoin dans l'entreprise et ce qui est vital pour l'entreprise, c'est normalement les données critiques, et surtout que les fichiers qui sont restitués sont bien conformes à ce qu'ils étaient au moment où ils ont été sauvegardés. En parallèle donc de l'interface utilisateur que l'on vient de voir, on propose également, en fonction des besoins, une interface d'administration qui permet vraiment de gérer et de centraliser l'ensemble des contrats, l'ensemble des machines que l'on gère, soit en tant que partenaire informatique, soit en tant que société directe, qui va gérer plusieurs entités, plusieurs ordinateurs ou plusieurs serveurs au sein de sa structure. Donc on a ici l'exemple du tableau de bord qui comporte différents widgets. Donc sur la partie, ici on a donc les différents widgets pour indiquer le nombre de machines qui sont enregistrées, le nombre de machines qui n'ont pas sauvegardé depuis X jours. Ensuite on a un second pour indiquer le volume qui est utilisé, également les déplacements, pour savoir un petit peu quelles sont les machines qui utilisent le plus de volume par rapport à d'autres. Et en dessous, un élément qui est très important, c'est vraiment l'essence du tableau de bord, à savoir où en sont les sauvegardes. C'est-à-dire où en sont les sauvegardes de mes clients. Est-ce qu'elles sont à jour au niveau de la sauvegarde? Donc là, on a mis en place un code couleur. Lorsque c'est vert, tout va bien.
on est à jour. Et au fur et à mesure, on a le code couleur, donc on a le vert qui se fonce, ça devient orange et ensuite rouge. Et donc les machines qui ne sont pas entièrement vertes sont à veiller plus précisément. Et donc à ce moment-là, il faut regarder, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de sauvegarde? Pourquoi est-ce que ces sauvegardes ne sont pas à jour? Donc le tableau de bord est vraiment un outil très intéressant pour l'administrateur, parce qu'il permet vraiment de visualiser d'un seul coup d'œil l'état du parc qu'il est en train d'administrer. Je vais également vous montrer d'autres écrans qui sont actuellement disponibles, comme les contrats qui sont enregistrés dans un espace, toujours avec la possibilité d'avoir un petit trou pour indiquer quel est le volume qui est utilisé. Ensuite, les différents éléments, comme par exemple les mails qui sont renseignés, savoir à qui sont transmis les rapports, les notifications de sauvegarde. Et on a encore présenté un autre écran, c'est notamment le suivi des machines en alerte, où là aussi, donc on a un menu sur la partie gauche de l'écran, et on a la possibilité de filtrer en fonction de X jours les machines qui n'ont pas sauvegardé. Donc ce sont des tableaux complémentaires, des écrans complémentaires au tableau de bord, qui est donc le tableau principal au niveau de l'interface d'administration. Très bien, voilà. Donc j'ai essayé de faire assez succinct pour vous présenter donc, la solution de Kiwi, pour pouvoir encore répondre dans le temps imparti à vos questions. Donc si vous souhaitez avoir des informations, si vous souhaitez qu'on revienne sur l'un ou l'autre slide, n'hésitez pas à nous en faire part via le chat. Et à ce moment-là, donc, on pourrait y répondre directement. Et en parallèle, bien sûr, vous avez toujours le replay qui est disponible donc sur Webikeo. Vous aurez également les documents qui seront téléchargeables. Et ensuite, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre les différents webinaires qui seront organisés ultérieurement et pour pouvoir accéder à ceux qui ont déjà eu lieu précédemment, notamment tous les webinaires sur la cybersécurité, dont Sébastien parlait tout à l'heure, comme Meldon et Spectre, ensuite tout ce qui est cryptovirus. On a organisé différents éléments qui sont intéressants et qu'il est intéressant de revoir en replay pour se remémorer un petit peu certains éléments. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Et si vous voulez nous faire part peut-être également de vos propres expériences, je vous invite à nouveau à le faire, savoir si vous avez déjà été confronté peut-être à des problèmes de ce type, si en interne, hein, ou sinon chez les clients. Je vais tout au début. Donc, je ne vois pas de questions. Donc, bien sûr, nous sommes à votre disposition, même après le webinaire, si vous souhaitez avoir des informations sur les différents slides qui ont été présentés, ou si vous souhaitez revenir ou échanger tout simplement votre expérience sur l'un ou l'autre des éléments. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Et donc, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'informations, si vous souhaitez échanger sur l'un ou l'autre élément. Je vous remercie pour votre disponibilité et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.